Bloc en opposition, RDC contre le pouvoir en place. Fayulu, Katumbi, Sesanga et Matata s'engagent à mener conjointement des actions pour obtenir des élections crédibles dans le délai constitutionnel. Alain Berset, président de la Confédération suisse, s'est engagé à œuvrer pour les populations civiles victimes des conflits dans l'est de la RDC. Ce vendredi, il a visité le camp des déplacés de Bouchagara, où près de 3000 ménages y ont trouvé refuge. Au Kasaï oriental, Jean Mabi, directeur général du BCECO, a visité les travaux de construction des infrastructures dans le territoire de Tshilenge et Miabi précisément, où il se trouve avec Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, à suivre dans le journal. Le journal justement sur Télé 50, bienvenue à tous. 4 opposants candidats déclarés à la présidentielle de décembre prochain en RDC ont donné ce vendredi à Lubumbashi le signal de départ d'action commune contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Il s'agit de Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Deli Sesanga et Augustin Matata, tous signataires d'une déclaration qui prévoit entre autres une grande marche pour le 13 mai à Kinshasa. Katumbi, Fayulu, Matata Ponyo, Deli Sesanga, tous à Lubumbashi pour des pourparlers. Dirigeons-nous vers un front commun de l'opposition? La question reste posée. À quelques mois des échéances électorales, l'opposition congolaise se prépare. Au moment où l'Union sacrée se mobilise pour formaliser la sortie officielle de la plateforme, l'opposition congolaise se retrouve dans la ville qui préfère. Ces fronts communs qui se dessinent envisagent certainement de se muer en plateforme électorale. Ces leaders qui ne voudraient certainement pas se lancer dans la course électorale en ordre dispersé sont en train de se concerter pour porter à bras-le-corps un candidat unique qui va affronter Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux échéances électorales. Candidat unique de l'opposition, en sera-t-il de même pour l'année électorale en cours? Qui sera derrière qui? De l'avis de nombreux observateurs, il ne serait pas exclu de voir la majorité se dégager autour, soit de Matata Ponyo, Martin Fayulu, Moïse Katumbi Tshapwe. Ces derniers déjà ciblés par le pouvoir dans sa campagne acharnée sur la congolité à travers la loi Tchani, brandie par les députés Nsingi Pululu. Cette proposition de loi alignée pour la session parlementaire en cours vise à écarter de la sphère du pouvoir tout candidat aux institutions phares de la République qui ne serait pas né de père et de mère congolais. Et dans les heures qui suivent, une déclaration commune de l'opposition. D'abord, nous sommes optimistes et pensons que nous avons une seule loi qui s'impose aussi bien à la majorité à qui on n'a pas vendu ce pays, celui de l'Union sacrée, et la seule loi qui s'impose également à la population. Or, depuis un temps, ce régime nous a habitués à gouverner le pays dans le mépris des lois, dans le non-respect des procédures. Or, ces lois sont garantes de notre cohésion nationale, de la concorde intérieure, et si nous la voulons, nous devons nous montrer à la mesure de ce que la Constitution nous donne, article 63, mais aussi article 64, assurer la défense de la Constitution. Et chaque leader politique est en train de peaufiner sa stratégie pour apporter sa pierre à l'édifice qui est la République démocratique du Congo. La guerre des égaux pourra-t-elle permettre d'avoir un candidat unique de l'opposition? Wait and see. De la Confédération suisse, Alain Berset est arrivé à Goma ce vendredi 14 avril. Sur place, il a visité le camp des déplacés de Bouchagara pour se saisir des conséquences humanitaires incalculables de la barbarie des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Près de 3000 ménages et quelques 17 000 compatriotes déplacés dans leur propre pays vivent dans ce camp. Le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, à Goma ce vendredi, accueilli au pied d'avion par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant et les membres du comité provincial de sécurité. Peu après, le président suisse a pris la direction du camp de déplacés de Bouchagara en territoire de Nyiragongo, se rendre compte de la vie que mènent ses compatriotes qui ont fui leur village suite à la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda sous le label M23. Ces déplacés, tout comme leurs responsables, attendent de cette visite la paix dans leurs entités. De cette visite, nous attendons à ce qui s'imprègne de la situation que la population déplacée traverse pour voir comment
il va plaider pour que la paix règne et pour que la population retourne dans sa base pour continuer des activités artisanales, des activités quotidiennes. Le ministre des Droits humains, Fabrice Puela, présent dans la suite du président suisse, après avoir vu la misère de ses compatriotes déplacés, affirme que cette situation doit interpeller tous les pays. Il est temps que nous puissions cesser de dire ou de parler de la guerre de l'Est. Non, il s'agit de la guerre de la République démocratique du Congo. Soulignons qu'après la ville de Goma, Alain Berset s'est rendu à Bukavu, au sud Kivu. Maï, le directeur général du bureau central de coordination et celui de Télé 50 se sont rendus compte ce vendredi de l'évolution des travaux d'infrastructure réalisés par le BCECO. Jean Mabi et Jean-Marie Kassamba étaient notamment dans les territoires de Tshilenge et Miabi. Les détails avec notre envoyé spécial Crispin Chibikonfoa. En séjour au Kasaï oriental, le directeur général du bureau central de coordination qu'accompagne le directeur général de Télé 50 a visité ce vendredi 14 avril, les infrastructures réalisées par les BCECO via des agences locales d'exécution dans les territoires de Tshilenge et Katanda. Jean Mabi et Jean-Marie Kassamba sont d'abord passés au centre de santé Kabwe 1 et Kabwe 2. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi. Ces infrastructures ont déjà pris corps et tout est en train d'être mis en œuvre pour leur livraison d'ici les mois prochains. Les bénéficiaires, des femmes en particulier, n'ont pas cessé de remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir initié ces programmes salvateurs. Un peu plus loin de là, à Benachitolo, cette fois c'est une école et un centre de santé qui sortent des terres pour soulager les enfants de la contrée et ses habitants non loin du barrage hydroélectrique de Tchala. Dans les territoires de Katanda, le DG du BCECO Jean Mabi a apprécié à sa juste valeur les efforts fournis par la Caritas Mbuji-Mayi qui, au-delà des contraintes liées aux variations sans cesse du prix du ciment en Mbuji-Mayi, tient à livrer d'ici fin mai le centre de santé de Benamouembia, l'une des 3 communautés en conflit depuis la nuit des temps. Cet ouvrage, tout comme les 2 écoles en construction, Epé Tumvangana et Epé Nanganganaï à Katanda territoires, une soixantaine de kilomètres de Mbuji-Mayi, pourront favoriser les vivre ensemble. Dans l'agenda du DG de BCECO, il est aussi prévu la visite des autres infrastructures, toujours dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, notamment à Lupatapata et Miabi. Mbuji-Mayi, Crispin et Chibinkoufoua, Télé 50. Et en off, le député provincial Guina Lefoutou n'est plus. Le décédé jeudi après un naufrage sur la rivière Fimi aux environs de 20 heures non loin de la localité de Kempil en territoire de Koutou. L'élu du territoire de Koutou était à bord d'une baleinière en provenance de Kinshasa pour Inongo, chef-lieu de Maïndombe. Selon enquête.cd, l'élu se trouvait à bord d'une embarcation en bois sur la toiture d'ailleurs et voulait se soulager. Par manque d'équilibre, il a dû glisser dans la rivière. Les recherches sont en cours pour retrouver la dépouille. Deuxième édition de la journée d'information des femmes du secteur minier, vous le savez, organisée par la Chambre des mines le mercredi dernier au Fleuve Congo Hotel. Des grandes personnalités du pays ont pris part à cette activité, notamment Lydia Kapapa, représentante de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, la sous-traitance dans le secteur minier, opportunités de croissance pour l'entrepreneuriat féminin. C'est le thème principal abordé au cours de la conférence. Au nom de la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini Empêché, la commissaire générale du gouvernement provincial en charge de l'économie, Lydia Kapapa, a valablement représenté l'autorité provinciale de cette partie de la RDC à cette rencontre des hautes factures réunissant plusieurs grandes personnalités, conférence tenue dans la salle panoramique du Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. Cette activité de la Chambre des mines, deuxième édition d'information de femmes au secteur minier, organisée à marge des activités du monde de la femme, était placée sous le thème « La sous-traitance dans les secteurs miniers, opportunités de croissance pour l'entrepreneuriat féminin ». La représentante de Fifi Masuka, gouverneure du Lualaba, a au cours de cette conférence, dans son allocution, présenté les opportunités de la province et donné les points de vue du Lualaba par rapport au rôle que joue la femme lualabaise sous l'aspect de la sous-traitance. Avec l'effort du gouvernement et l'effort que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé de faire de la jeunesse des millionnaires, et nous croyons, avec aussi les institutions telles que l'AFEC, la Chambre de mines et le gouvernement, que nous allons accompagner ces femmes
pour que ces femmes soient valorisées. Notons que Lydia Kapapa, commissaire générale du gouvernement provincial chargé de l'économie, a par ailleurs promis un accompagnement des femmes du Lualaba dans leurs activités pour assurer le bon développement de l'économie de la province. Les questions cruciales du secteur des transports, à savoir le déploiement des bus Transco dans les villes de Matadi et Boma, étaient au cœur des discussions entre le ministre des Transports et Voies de Communication et le gouverneur du Congo central en séjour à Kinshasa. Regardez. Marc Ekila et le docteur Guy Bandou ont échangé sur quelques questions cruciales du secteur des transports, à savoir le déploiement des bus Transco dans les villes de Matadi et Boma, la rédévance logistique terrestre ainsi que les conditions salariales des agents provinciaux de la CNPR Matadi. Les deux personnalités ont convenu du déploiement d'un lot de bus Transco dans les tout prochains jours au Congo central. Que la province du Congo central dépend beaucoup de son ministère. Et fort heureusement, je ressors de son cabinet avec beaucoup de bonnes nouvelles. Je pense que nous aurons la primeur d'annoncer ensemble la teneur de ces nouvelles-là. Il va y avoir une évolution dans le domaine du transport interurbain au niveau de la province du Congo central. Mais cette livraison sera précédée d'une mission d'inspection technique par les experts de cette entreprise de transport routier et de la formation du personnel local recruté à cet effet. Le gouverneur Guy Bandou n'a pas tari d'éloges à l'endroit de Marc Ekila, son hôte, dont il salue le pragmatisme et l'enthousiasme à son égard. Il faut noter par ailleurs que cette dotation des bus Transco prévue dans les prochains jours pour le compte de la province de Simon Kimbangu s'inscrira dans le cadre de l'extension des activités de Transco à travers l'ensemble du territoire national afin de matérialiser la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui souhaite que la population congolaise se déplace dans des conditions confortables et décentes. Dans l'actualité également, le territoire de Walikale au Nord Kivu a pour la première fois de son histoire du courant électrique. C'est l'initiative de Rubens Mikindo, ministre honoraire des hydrocarbures, qui a décidé de créer la société Nduma Kasha pour offrir de l'électricité à plusieurs ménages de cette entité enclavée du Nord Kivu à un prix dérisoire. À sa résidence de Goma, Rubens Mikindo, ministre honoraire des hydrocarbures, est venu animer un point de presse sur la problématique du courant électrique dans son territoire natal qui est le Walikale. Il dit avoir créé la société Nduma Kasha pour produire du courant électrique et diminuer les souffrances des habitants de cette entité qui n'a jamais eu de l'électricité depuis son existence. Vous savez, moi, j'ai été dans le gouvernement Ilunga Ilukamba et pendant ce temps, quand l'idée est arrivée de créer cette société, je me disais qu'est-ce que moi, personnellement, je peux apporter pour ma communauté. Vous savez, je crois que vous êtes de la presse. Vous devez avoir des informations. J'avais eu à faire un petit quelque chose pour mon parti l'UDPS, où j'avais payé des permanences, ça et là. C'est-à-dire la vision, évidemment, ça commence comme, qui dirait, les champs des riz, ça commence par un petit trip qui monte et puis ça finit par grandir. La société Nduma Kasha est déjà en ordre avec tous les documents de l'État pour donner aux premiers habitants du territoire de Walikale de l'énergie électrique, souligne l'avocat conseil de cette société Espoir Sangoa. Rappelons que le raccordement sera gratuit pour les 250 ménages grâce à la subvention de l'Agence nationale de l'électricité et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en sigle ANSER, qui est partenaire de Nduma Kasha. Au terrain de football Mizinga de Chabunda, le PCA de TMF, Trésor Moutiki a été clair. Rien ne peut se faire dans le Sud Kivu sans la cohésion sociale entre les communautés. Trésor Moutiki a remis également des lampadaires et autres biens aux différentes structures du territoire de Chabunda. Arrivé en pompe au stade Mizinga de Chabunda, où l'artiste Henri Itomba animait la foule, Trésor Moutiki, devant les habitants de tous les quartiers de cette ville, a prêché la cohésion sociale entre les communautés sans laquelle il est difficile d'aller de l'avant. Message cohérent qui doit être relayé, comme l'ont dit, l'athée de Chabunda Giscard Pascal Balagamir et les responsables de l'ISTEM de Chabunda. Là, il a touché sur la cohésion nationale. Ça, c'est un très bon message que nous allons relayer.
Nous avons été dernièrement dans l'atelier de la Ligue pour la paix et le développement du Sud Kivu. Et c'est ça aussi son cheval de bataille. Très bon message. Il est entré dans les oreilles des enfants de Chabunda. Comme dans ses habitudes, après son discours, le PCA de la TMF a fait quelques donations d'intérêt communautaire, dont les lampadaires pour éclairer la ville, plus de 100 tôles pour réfectionner la toiture de l'ISTEM, des machines à coudre pour former des jeunes filles désœuvreuses, plusieurs jets de vareuses aux différentes équipes de football de Chabunda, les pannes pour les femmes des différentes associations et une assistance aux chefs traditionnels. Merci à M. pour ce don de 100 tôles qui vient de remettre à l'ISTEM Chabunda et quelques médicaments pour le personnel de Chabunda. Les besoins étaient là parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a des bâtiments qui n'ont pas de toiture. Geste généré des trésors Moutiki Lutala qui redore les sourires aux habitants de Chabunda. On reste dans les provinces. Le sénateur élu du Sankourou, Léonard Cheokitundu, vole au secours de l'ISP Lumumba-Ville, victime d'un incendie présumé criminel qui a consumé son centre informatique et une partie de son bâtiment administratif. Il a pris en charge tous les frais de réhabilitation avec une enveloppe financière de plus de 12 millions de francs congolais. Le centre informatique de l'Institut supérieur pédagogique de Lumumba-Ville, ex-Wembonyama, était un bijou pour cet établissement d'enseignement supérieur dans un milieu rural. Mais tout est carbonisé après un incendie qui serait d'origine criminelle aux grandes dames de toute la population de cette partie du pays et surtout de la jeunesse estudiantine. Plusieurs appels du corps académique et scientifique ont été lancés en direction de Lumumba-Ville, ex-Wembonyama. Le premier à avoir réagi avec promptitude, c'est le sénateur Léonard Cheokitundu Lundula, l'élu du Sankourou et surtout de Katakokombe, qui a su mobiliser une enveloppe de plus de 12 millions de francs congolais de ses émoluments pour voler au secours de cet alma mater. Le sénateur Cheokitundu a remis cette enveloppe à l'évêque de la 28e communauté méthodiste unie au Congo central, Daniel Lungue, en présence du directeur général de l'Institut supérieur pédagogique de Lumumba-Ville, ex-Wembonyama, Sylvain Luolo. Les deux personnalités ont donc trouvé des mots justes pour remercier le bienfaiteur. Ce que nous voyons de la part du sénateur est un geste vraiment inoubliable. Nous sommes très reconnaissants parce que c'est un geste qui montre le sens de responsabilité, le sens d'honorabilité. Cette intervention financière concerne la première phase des travaux de réhabilitation du bâtiment en attendant la seconde phase, celle de la restauration de l'outil informatique. Il faut commencer par le commencement. Pour intervenir, j'ai d'abord demandé, l'évêque et même le directeur général, qu'on établisse un devis. Le devis qui m'a été présenté relève de à peu près de 12 millions de francs congolais. Derrière l'informatique viendra par la suite. Moi, j'ai décidé de prendre l'entier de la somme, le chèque que je suis venu remettre à l'évêque pour la direction générale de l'Institut. Pour rappel, l'incendie qui s'était déclaré dans la nuit du 30 au 31 mars dernier à Lumumba-Ville avait consumé 65 imprimantes et des ordinateurs, laissant ainsi cet alma mater dépourvu des archives. Et au cours de la réunion avec le comité directeur américain de l'AGOA par visioconférence, le docteur Milenge Mweneluata a plaidé pour l'extension de la loi AGOA jusqu'en l'an 2035, question de rattraper le retard connu des pays africains dont la RDC. Son intervention a porté sur les enjeux majeurs à rencontrer pour l'accomplissement d'une paix durable et la sécurité totale en Afrique francophone. La loi américaine de l'AGOA, African Growth Opportunities Act, sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, permet aux pays de l'Afrique subsaharienne qui adhèrent des possibilités d'exporter sur les marchés américains des produits locaux sans droit de douane. Promulguée en mai 2000, sous l'administration du président Bill Clinton, cette loi expirera d'ici 2025 sans que plusieurs pays africains dont la RDC en profitent. Pour la RDC, dont les attentes sont encore loin d'être réalisées en raison des contraintes sécuritaires telles que la guerre à l'Est et sanitaires telles que le Covid-19, les représentants du point focal national, à savoir le révérend Dr Milenge Mweneluata, plaident pour l'extension de la loi AGOA à l'an 2035 afin de permettre aux pays africains concernés de recapitaliser leurs chances et atouts pour de meilleures perspectives, insistant que l'AGOA est utile et salutaire
pour que notre économie soit encore en vigueur jusqu'à l'an 2035, question de rattraper les retards connus des pays africains, dont celui de la RDC. Cette extension devra permettre de créer des oasis de paix au pays et dans les régions des pays francophones engagés, à tirer profit de cette loi américaine pour laquelle ils demandent aux États-Unis cette rallonge avec un support financier de 5 000 milliards de dollars pour aider au développement et réduire la pauvreté. Que les États-Unis mettent à part 5 milliards. Les 5 milliards, c'est pour uniquement les dossiers qui viendront dans le cadre de la GOA. Une initiative plus que louable du représentant de la GOA en RDC qui démontre que le développement de l'Afrique en général et de la RDC en particulier ne saurait se réaliser sans le travail de culture, de stabilisation de la paix et de prévention des conflits, gage que les États-Unis partenaires traditionnels de la RDC devraient se tenir. On va parler de cet atelier à Lubumbashi sur l'éducation civique, la prévention et la résolution des conflits organisé par Paul Institute avec l'appui financier de l'Union européenne. Des assises qui visent à créer un cadre permanent de discussion où les leaders d'opinion auront à se réunir pour traiter des questions stratégiques relatives au développement et à la cohésion sociale. Le leitmotiv de cet atelier est de créer un cadre permanent des discussions où les leaders des tous bords, notamment politiques, traditionnels, religieux et de la société civile que Paul Institute, entendait par là l'Institut interculturel dans la région de Grand Lac, a mis en place. En effet, Paul Institute est dans la province du Haut-Katanga et celle du Lualaba pour réaliser le projet sur l'éducation civique, prévention et résolution des conflits avec l'appui financier de l'Union européenne. Ce résultat est le fruit d'un aboutissement d'un long processus au cours duquel cette structure d'appui à la paix a amorcé par des consultations avec les leaders sociopolitiques. C'est ce vendredi 14 avril 2023, dans la somptueuse salle Monseigneur Tafunga du centre pastoral, que le coordonnateur du projet et sa suite ont réuni les représentants des forces vives pour exposer sur les 10 projets et la mise en place d'une commission et les comités exécutifs qui va mettre autour d'une même table les dirigeants afin de traiter les questions stratégiques relatives au développement, la cohésion nationale et le vivre ensemble. Nous sommes une ONG, nous travaillons avec des financements qui peuvent se couper à tout moment. D'où l'idée de mettre en place des structures qui seraient durables. Au niveau communautaire, on a mis en place des noyaux de paix dans le marché, au niveau des quartiers. On a des clubs de paix dans les écoles, dans les universités. Et maintenant, on a cette commission qui va être opérationnelle au niveau provincial. Les panélistes ont tour à tour parlé sur l'étude réalisée dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. La mise en place de la commission provinciale vient concrétiser cette démarche qui vise à contribuer à la consolidation de la paix, prévention des conflits, l'approche des responsabilisations des tous dans le processus de construction de cette paix dans ce cadre permanent d'échange entre fils et filles de la RDC. Bon, les sources de conflits sont multiples, et beaucoup de nature aussi. Nous pensons qu'avec cette organisation, il faut maintenant entrer en profondeur, il faut sensibiliser les gens. Le problème de conflit dans cette province, c'est un problème récurrent. La matinée de la transition énergétique organisée à l'UNIKIN par l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement ACTED avait pour thème transition énergétique planétaire et positionnement stratégique de la RDC. Grâce à Lambo nous en dit plus. L'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable poursuit ses matinées de la transition énergétique. Comme partout ailleurs, les étudiants de l'université de Kinshasa ont également répondu nombreux à l'invitation de l'ACTED à cette matinée de la transition énergétique au cœur de la transition écologique qui consiste à la modification des modes de production et de consommation de l'énergie vers un système plus sobre, reposant sur des énergies décarbonées, renouvelables, propres et sûres. La transition énergétique doit absolument aboutir pour qu'on puisse réussir la transition écologique. À notre niveau, la RDC, je l'ai dit dans la salle, nous avons un premier niveau, au niveau interne, c'est que nous avons des ressources énergétiques pour faire face à cette transition énergétique et le développement de ces ressources va nous permettre d'accélérer notre développement, de rattraper notre retard économique. Alors le deuxième aspect, c'est que nous avons des ressources aussi pour faire face à cette grande transition énergétique qui est en fait la grande décarbonation au niveau planétaire. Les étudiants de l'UNIKIN ont suivi avec beaucoup d'attention la brillante exposé de la coordonnatrice de l'ACTED, Marie-Pascale Malanda. Après Kinshasa,
l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable poursuivra ses matinées de la transition énergétique en province. Et puis la Ligue des femmes du Parti politique dynamique pour la transformation du Congo, DTC, province du Kasaï, condamne fermement l'agression de la RDC par le M23 et son allié le Rwanda. Il apporte cependant son soutien au FRDC ainsi qu'au président de la République. C'était au cours d'une manifestation organisée à l'occasion de la clôture du mois de la femme à Chikapa le 31 mars dernier. C'est dans la salle du temple El Shaddai de Chikapa, pleine comme un œuf qui a refoulé du monde, que ces femmes membres de la dynamique pour la transformation du Congo DTC, parti cher au député national Théo Kazadi Moïla, se sont réunis pour dire non et condamner fermement la guerre d'agression imposée à la RDC par les terroristes du M23 et leur allié le Rwanda. Venues de toutes les fédérations de la province du Kasaï, ces femmes ont voulu à travers cette manifestation organisée à l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits des femmes, envoyer un message fort, alors très fort à la communauté internationale. Nous l'avons passé en méditation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, étant donné que nos compatriotes de Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri sont victimes d'agressions de tout genre et tueries, leur imposées par M23, appuyées par les Rwandais et d'autres groupes armés. Conscientes qu'il n'y a pas de développement sans paix, ces femmes ont à cette occasion réitéré leur soutien au FARDC et au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, petit à petit à dénuder le dictateur de Kigali en dévoilant sa vraie face. Rappelons que la DTC est un parti membre de l'Union sacrée de la nation. Et pour boucler ce journal en séjour au Nord Kivu, le notable Rémi Ruzingue a remis vendredi à Goma sa contribution pour la réhabilitation de la mosquée de Birere. Fils de ce quartier de Goma, il promet par la même occasion une importante somme d'argent tous les mois afin de permettre aux responsables de cette mosquée de parachever les travaux. Cette descente de Rémi Ruzingue à la mosquée de Birere à Goma avait pour objectif de venir apporter son appui pour la réhabilitation de ces lieux de culte dont les travaux sont en cours. Nous sommes ici au niveau de Birere, entre mosquée de Birere, pour voir un peu comment les travaux sont en train d'être faits, les travaux de rénovation, et y apporter notre soutien. Aujourd'hui nous sommes ici, demain nous serons à l'église catholique, après demain nous serons à l'église protestante. Nous, c'est BCF Birere sans frontières, regroupant les enfants nés et grandis dans le Birere et réunis au sein de BCF, oui, avec comme objectif l'entraide, le développement, l'unité et l'amour, contribuant à la rénovation et à l'avancement de la parole de Dieu. Une église, une mosquée, c'est le temple, c'est la maison de Dieu, un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Il n'a pas à faire la distinction entre le christianisme et l'islam, parce que nous n'avons qu'un seul Dieu et nous y croyons fermement. Au nom de l'organisation Birere sans frontières, Rémi Ruzingue a promis de lancer la campagne de collecte de fonds auprès de tous les membres, en plus de sa contribution qu'il remettra mensuellement pour accompagner les travaux de construction de cette mosquée. De leur côté, les représentants de cette mosquée ont promis leur ferme accompagnement à ces fils de Birere dans tous les projets qu'ils vont entreprendre. Et c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Bloc en opposition, RDC contre le pouvoir en place. Fayulu, Katumbi, Sesanga et Matata s'engagent à mener conjointement des actions pour obtenir des élections crédibles dans le délai constitutionnel. Alain Berset, président de la Confédération suisse, s'est engagé à œuvrer pour les populations civiles victimes des conflits dans l'est de la RDC. Ce vendredi, il a visité le camp des déplacés de Bouchagara où près de 3000 ménages y ont trouvé refuge. Au Kasaï oriental, Jean Mabi, directeur général du BCECO, a visité les travaux de construction des infrastructures dans les territoires de Tshilenge et Miabi, précisément où il se trouve, avec Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50. Merci de votre fidélité. Le journal revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. À très bientôt.
l'actualité reste en continu.